j'ai expliqué pourquoi la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Niger, le Togo, le Burkina Faso, la Guinée-Conakry, le Tchad, le Mali, le Congo dit Brazzaville, la Mauritanie, tous ces pays ne peuvent jamais être souverains. Dans cette vidéo, j'ai montré pourquoi ils ne peuvent jamais accéder à la souveraineté. Parce qu'il existe des accords de coopération et des clauses secrètes dans lesquelles il y a même la possibilité de l'assassinat des présidents africains qui viendraient à ne pas appliquer ces accords à la lettre. Le dispositif de l'assassinat est prévu, entre autres dispositifs, dans les clauses secrètes. Et aucun parlement africain actuel n'est au courant du contenu de ces clauses secrètes. Aucun. Je vais plus loin. Depuis 1960, aucun parlement africain n'a jamais étudié la possibilité de renégocier les accords de coopération. À plus forte raison de les démanteler. Quoi qu'il en soit, c'est ça qui distingue les pays du précaré français des pays du Commonwealth britannique. La Grande-Bretagne n'a fait signer aucun accord de coopération. La Grande-Bretagne a demandé à ces pays d'adhérer au Commonwealth. Mais la Grande-Bretagne fait des négociations bilatérales avec ces pays-là pour faire du commerce et maintenir ses intérêts. La Grande-Bretagne n'est jamais intervenue militairement dans aucun pays africain. La Grande-Bretagne n'a pas de base militaire dans aucun pays africain. Je répète ce que je dis. Donc, ça veut dire quoi? Les bases militaires sont une spécificité française. Et les bases militaires font partie des clauses secrètes des accords de coopération. Qu'il me soit permis de décliner brièvement les volets des accords de coopération. Il y a d'abord un volet sécuritaire. Ça veut dire que non seulement la France a des bases militaires, mais quand elle n'a pas de base militaire physiquement parlant, elle a des instructeurs militaires qui forment l'armée, notamment les sous-officiers, et les officiers sont tenus de faire toute leur carrière dans les écoles de guerre françaises. Saint-Cyr, Saint-Mexan et toutes les écoles de guerre françaises. De sorte qu'à l'issue de leur carrière, les officiers font un stage. Et ce stage est indispensable pour qu'ils passent au grade supérieur. Et dans ce stage, on leur dit qu'en cas de conflit d'intérêts entre la France et leur pays, nouvellement indépendant, ils vont défendre qui? Les officiers, pour avoir leur stage et avancer en grade, disent qu'ils vont défendre la France. Cela s'appelle donc un conflit d'intérêts caractérisé. Deuxièmement, il y a ce qu'on appelle le volet culturel et scientifique. Donc ça, c'est la base, la pierre angulaire de ce qu'on appelle la coopération scientifique et technique. Aucun pays africain n'a le droit de concevoir les programmes scolaires dans le cadre du système éducatif qui régit le pays. Aucun pays africain, du précaré français. Cela veut dire que c'est la France qui rédige les manuels. Donc ce sont des commissions spécialisées qui se réunissent ici, rue Oudinot, le siège de l'ancien ministère des colonies, pour rédiger. Et c'est une maison d'édition française, Hachette, qui a l'exclusivité de l'édition des 10 manuels. D'autre part, le corps enseignant est encadré par les africanistes français, qui sont, comme je l'ai déjà dit, non seulement scientifiquement incompétents, mais moralement indigents et aussi politiquement douteux. Parce qu'ils sont conseillers des dictatures en Afrique. Tous autant qu'ils sont. Depuis Golidec, en passant par Cornevin, et les gens de Vis et tout ça. C'est des gens qui sont des espions de la France et qui sont des conseillers pour espionner les présidents africains. Troisièmement, nous disons qu'il y a un volet qui est un volet diplomatique. Aucun de ces pays n'a le droit, dans l'enceinte des Nations Unies, à l'ONU, de voter une disposition contraire au vote français.
cela entraîne des sanctions immédiates. Ensuite, ces pays n'ont pas le droit d'avoir des institutions culturelles comme des centres culturels africains ou béninois ou togolais. Ils ont le monopole des centres culturels français. Il est interdit d'avoir des centres culturels panafricains dans les pays africains, en vertu de cet accord. Une telle interdiction n'a pas cours au Ghana. Cela va sans dire. Dernier point. Les pays africains n'ont pas le droit d'utiliser les langues nationales africaines. Ils doivent utiliser la langue de l'ancien colonisateur, qui est toujours le nouveau néocolonisateur. Et c'est le français. Donc, on refuse même le bilinguisme. On refuse même qu'une langue africaine puisse être pendant de la langue française. Même dans des pays où il y a déjà une langue qui est parlée par toutes les populations, toutes ethnies confondues, comme la Centrafrique, où on parle, tout le monde parle sango. Donc cela veut dire quoi? Cela veut dire que à la colonisation culturelle, on ajoute la colonisation linguistique. Donc c'est dans ce cadre qu'est née une institution qui n'a pas d'équivalent ailleurs. C'est la francophonie. La francophonie, c'est la France qui a demandé. C'est Michel Debré qui a demandé à 3 hommes, Léopold Sédar Senghor, Amani Diori du Niger et Habib Bourguiba de Tunisie, de dire qu'ils veulent la francophonie alors que c'est la France elle-même qui veut. Après, elle a présenté ça comme une volonté d'un chef d'État africain, du précaré, a posteriori. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que je tire une conséquence de tout ceci. Il n'y a pas d'État postcolonial ivoirien. Il n'y a pas d'État postcolonial béninois. Il n'y a pas d'État postcolonial togolais. Il n'y a pas d'État postcolonial camerounais, etc., etc. Il y a un État colonial français qui prospère dans ces pays.